Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, fantasy avec de l'horreur, peut-être une tout petit soupçon de science-fiction, puisque je vais vous parler de Autre Monde de Clark Ashton Smith, qui est le troisième volume de son intégrale des œuvres de fantasy avec beaucoup de guillemets. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Alex Nikolavitch. Il y a une préface de Scott Connors, une postface de S.T. Joshi, une note d'intention d'Alex Nikolavitch. La couverture est de Zdzislaw Beksiński, que j'ai sans doute prononcé très mal, mes excuses. Ça a été publié aux éditions Mnemos en 2017 et ça fait 238 pages. Autre Monde est le troisième et dernier volume de l'intégrale, qui n'en est pas une, blablabla, des nouvelles de fantasy de Clark Ashton Smith, dans l'édition résultant du financement participatif organisé par les éditions Mnemos. Ce qui appelle deux remarques. Tout d'abord, on est là dans du pur bonus. Le trouvage de Corbeau ne portait initialement que sur les univers les plus développés par l'auteur, à savoir Zotique, Averroigne, Hyperborée et Poséidonis. Et l'idée même d'un troisième volume, sans parler de son contenu, n'est devenue concrète qu'à force d'engranger les paliers. D'où d'ailleurs quelques ultimes cadeaux récompensant les contributeurs, incluant leur liste, tiens, j'y suis pas, ou un glossaire des divers univers explorés dans les trois volumes. À noter au passage, les illustrations ne sont cette fois pas originales, mais des tableaux souvent célèbres et appropriés, en noir et blanc par contre. Ensuite, il faut relever que l'édition issue du financement participatif diffère de celle qui est arrivée normalement en librairie, les tomes étant découpés différemment. En l'espèce, ces autres mondes ont alors été associés à Averroigne, tandis qu'un volume entier était consacré au seul univers, le plus abondant certes, de Zotique. En tant que volume bonus compilant des textes en principe indépendants, Autre Monde ne bénéficie pas de la cohérence interne des autres tomes. Encore que, c'est peut-être à débattre et j'y reviendrai. Cependant, d'emblée, on peut déjà relever que s'y trouvent deux mini-cycles, l'un consacré à Mars ou Ai, l'autre dévolu à Xikarf, qui, s'ils n'ont certes pas l'ampleur de Zotique, ne sont pas forcément si éloignés dans l'absolu de Poséidonis, mettons. Maintenant, qu'elle soit délibérée ou pas, on peut relever une différence notable avec les précédents cycles, même si peut-être moins cruciale qu'elle n'en a tout d'abord l'air, c'est qu'il s'agit bien d'autres mondes. Entendre par là que nous ne sommes le plus souvent pas sur Terre, là où Hyperborée et Poséidonis renvoyaient à un passé mythique de la planète bleue, et Zotique à son lointain futur d'agonie, avec entre les deux une Averroigne plus ambiguë comme une France médiévale ou d'ancien régime alternative. Dans cet ultime volume, si cela n'est pas tout à fait systématique, Clark Ashton Smith nous emmène sur d'autres planètes. Il y a sans doute des raisons plus ou moins commerciales à cela. En quête de marché pour ses récits en prose, Clark Ashton Smith ne manquait pas de relever que la science-fiction, dans des revues comme Wonder Stories notamment, fondée par Hugo Gernsback, avait une certaine popularité et que Weird Tales n'y était pas réfractaire à la condition de mettre l'accent sur l'horreur. Smith, dans ses échanges avec Lovecraft, ne cachait pas que, à la différence de son éminent correspondant, lui-même n'était guère excité par l'imaginaire scientifique. Ses univers étaient plus baroques, relevaient clairement d'une fantaisie absolument pas désireuse de se fixer des limites de quelque ordre que ce soit. Cela dit, le lectorat de Wonder Stories et d'autres pulps du même ordre n'était au fond guère regardant, et tant pis pour les ambitions scientifiques initiales de Gernsback. Il suffisait de placer un récit sur une autre planète et de confier un pistolet laser à un héros, et hop, succès. Inutile de s'embattre avec des développements prenant en compte les difficultés du voyage interstellaire, et les extraterrestres pouvaient se permettre de n'être que des humanoïdes assez fades tant qu'ils avaient les yeux globuleux de rigueur. Dans ces conditions, un Smith pouvait très bien concevoir des récits se déroulant sur Mars ou sur des planètes autrement lointaines, mais au fond, astronef et pistolet laser ou pas, ils demeuraient des récits de fantaisie, et ou d'horreur, car le cauchemar était donc un bon moyen pour Smith de retourner à un univers baroque parlant davantage à son cœur. Cette approche est avant tout illustrée ici par les trois nouvelles martiennes. À vrai dire, tout le reste, donc Xikarf, s'embarrasse moins encore de science ou d'illusions de science, et s'adonne sans entrave à la fantaisie la plus colorée et la plus pure, planète lointaine ou pas. Un système à 3 étoiles à une poésie qui lui est propre sans chercher à faire dans le réalisme. Maintenant, il faut ajouter que, quel que soit le contexte de ces récits, Clark Ashton Smith ne rechignait guère à faire dans la formule. Le récit type, ici comme ailleurs, voit régulièrement un ou des aventuriers pénétrer avec un peu trop de nonchalance un vestige d'une antique civilisation ou la demeure d'un sorcier, y trouver un truc parfaitement horrible, et en faire les frais, folie ou mort. On a déjà lu bien de ces récits types dans les deux précédents volumes, et il ne manque certes pas dans celui-ci, notamment dans le cas martien. Souvent, jusqu'à présent, ce schéma m'a paru correspondre aux textes les plus faibles. Étrangement ici, ça n'est pas nécessairement le cas.
Le recueil s'ouvre sur 3 nouvelles consacrées à Mars ou Ai, comme l'appellent les autochtones. Ce sont de tout le volume les récits qui prétendent le plus à un minimum de réalisme, disons du moins qu'ils sont un peu moins baroques que ceux qui suivent, et par ailleurs ils jouent beaucoup de la carte de l'horreur, au travers de périples octoniens clairement inscrits dans la formule que je viens de décrire. Tout ceci pourrait faire craindre des nouvelles de seconde zone, mais décidément ça n'est pas nécessairement le cas. À vrai dire, la première de ces nouvelles, Les caveaux de Yovambis, est une réussite marquée dans ce registre, avec son expédition archéologique découvrant une horreur sans nom, dans des souterrains oubliés que les autochtones refusent d'approcher. Le schéma est très classique et ne manquera pas d'évoquer des nouvelles fameuses du copain Lovecraft, au premier chef Les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps. À ce stade, les empreintes sont probablement réciproques. Surtout, à vrai dire, en ce que c'est ici l'horreur qui domine et de manière agressive car extrême, et peut-être assez originale en fin de compte pour l'époque. La nouvelle suscite des images fortes chez le lecteur et il est à vrai dire très tentant d'y associer des réminiscences de films bien postérieurs, tout particulièrement Alien ou The Thing. On est vraiment dans ce genre de récit d'horreur et Les caveaux de Yovambis en est une très puissante illustration. Les 2 autres nouvelles martiennes sont bien inférieures, même si pas dépourvues d'intérêt. L'habitant du gouffre reprend en apparence le canevas des caveaux de Yovambis, mais en atténue la froide terreur avec des visions hallucinées d'ordre psychédélique, plus à même de susciter le genre de rêverie baroque qui caractérise une part essentielle de l'œuvre de Clark Ashton Smith en prose ou en vers. L'effet m'a dès lors paru moins marqué et le texte bien moins singulier. Cela dit, il ne manque pas d'images fortes qui, à leur manière, expriment un cauchemar certes d'un autre ordre, mais qui a sa propre puissance, sa propre saveur. La troisième et dernière nouvelle martienne, Vultum, est la plus problématique. On a l'impression que l'auteur ne sait pas sur quel pied danser. 2 terriens exilés avec des guillemets sur Mars et au profil d'aventuriers se retrouvent embarqués dans les profondeurs de la planète rouge pour satisfaire aux ambitions de Vultum, un être d'une puissance infinie que les autochtones envisagent comme une sorte de diable, si la créature elle-même assure qu'elle n'est rien de la sorte, simplement un extraterrestre issu d'une antique civilisation très avancée et très puissante. Pour Vultum, le temps est très différent de ce qu'il est pour les terriens comme pour les martiens. Son cycle de sommeil passe par des phases de plusieurs centaines voire milliers d'années qui ne sont pour lui que de brèves nuits. Mais ses ambitions le portent à s'intéresser maintenant à la Terre, dont la civilisation a bien progressé depuis sa dernière période d'éveil. Je crois que Clark Ashton Smith tenait quelque chose avec Vultum, avec l'idée même du personnage sentant qui a quelque chose d'un grand ancien et en même temps de méphistophélique. Toutefois, il n'a visiblement pas su quoi en faire. En tordant le récit pour en faire une aventure palpitante, il en a atténué la singularité. Le périple des héros, exceptionnellement envisagé comme tel, relève d'une odyssée ctonienne type, et on a connu Smith autrement plus convaincant dans ce registre. Ne serait-ce d'ailleurs que dans l'habitant du gouffre, juste avant. On peut aussi penser plus loin aux abominations de Yondo, qui se distinguent cependant en ce qu'elles sont à l'air libre. Dommage. Les 2 récits suivants sont consacrés à Xikarf, une très lointaine planète orbitant autour de 3 soleils et dotée de 4 lunes. Plus exactement, la première de ces 2 nouvelles se situe intégralement sur Xikarf, là où la seconde ne fait qu'y commencer, en illustrant bien que Clark Ashton Smith n'avait guère envie de se compliquer la vie en mettant en scène des voyages spatiaux. La magie est tout de même beaucoup plus pratique à cet effet. De fait, les nouvelles de Xikarf n'ont pas l'ambiguïté de celles de Mars, planète lointaine ou pas, on fait ici dans la pure fantaisie. Le personnage clé de ces 2 récits, Maldweb, est d'ailleurs un puissant sorcier dans la lignée d'Eibon ou de Maligris, sinon des nécromanciens de Zotique. Il se singularise par sa mélancolie d'homme qui a tout vu, tout vécu et triomphé de tout, regrettant que la vie ne lui offre plus depuis bien trop longtemps de quoi le stimuler. Maldweb est le héros du second texte, mais il a un rôle d'antagoniste dans le premier. Le dédale de Maldweb a pour héros une sorte de chasseur primitif du nom de Tiglari, qui pénètre le jardin fantastique de Maldweb, une illustration marquée du riche imaginaire végétal de Clark Ashton Smith, qui sera encore plus sensible dans certains des textes figurant bien plus loin dans le recueil, comme Les femmes fleurs en Xikarf et surtout Le démon de la fleur. Il pénètre donc dans ce jardin afin d'en sauver la belle Attelée. Le sorcier est emporté à changer les femmes en statues afin de préserver à jamais leur beauté, autrement bien trop éphémère. Vous vous en doutez, ça ne se passera pas très bien pour Tiglari et Attelée. La nouvelle est assez réussie, le jardin impressionne et les créatures et plantes étranges qui l'habitent, et la mélancolie de Maldweb touche étrangement alors même que la froideur criminelle de son comportement révulse. Les femmes fleurs s'ouvrent sur Maldweb soliloquant face à la statue d'Attelée. Le puissant sorcier, là de sa démesure, décide de l'abandonner en bloc. Avide d'aventure, il se rend sur une autre planète où des femmes fleurs offrent un miroir ironique à ses statues. Hélas, la nouvelle ne convainc guère, l'imaginaire végétal, propice à une sorte de poème en prose,
s'accommode assez mal d'un substrat d'aventure davantage pulp qui ne parvient jamais vraiment à emporter l'adhésion. On a un peu l'impression là encore que Clark Ashton Smith ne sait pas trop quoi faire de son puissant personnage, de même qu'avec Vultune. Suivent, sous l'intitulé générique Autre Monde, 5 nouvelles relativement différentes pour le coup, mais finalement peut-être plus constantes en termes de qualité que celles qui précèdent. La première est Les Abominations de Yondo, semble-t-il l'une des premières nouvelles écrites par Smith à destination du marché des pulps. Il est à vrai dire tentant d'y voir une forme de poème en prose plus typique de la production antérieure de l'auteur, là où certains des poèmes en prose que nous pouvons lire plus loin dans ce volume ont quelque chose qui pourrait les rapprocher davantage de nouvelles. La question porte dans les deux cas sur l'importance que l'on accorde à la dimension proprement narrative de ces textes. Dès lors, Les Abominations de Yondo tient du périple halluciné subi par un homme en condamnation de ses méfaits, cette dimension pénale étrange fournissant un intéressant motif à une errance absurde dans un désert très mystiquement connoté. À tort ou à raison, tout cela m'a fait penser à une sorte de variation davantage horrifique sur, mettons, la tentation de saint Antoine. Un texte intéressant, pas parfait, mais doté d'une certaine poésie baroque en même temps qu'étrange, au travers d'images totalement folles qui impressionnent durablement. Une nuit en Malnéant n'a pour ainsi dire rien à voir, c'est une sorte de fable sur le deuil, empreinte sans doute d'un certain pathos démonstratif et pourtant joliment touchante. Et c'est ce en quoi elle est horrible, sans qu'il soit nécessaire d'y faire intervenir des monstres ou que sais-je. Oui, ce texte m'a étrangement touché, je l'ai beaucoup aimé. Le monstre de la prophétie revient au voyage interstellaire plus magique qu'autre chose, mais en développant une sorte d'étrange satire pince sans rire, pour le moins déstabilisante. C'est que le monstre en question est un homme, un poète, figurez-vous, emmené dans un monde lointain par une créature extraterrestre surpuissante et résolument non humanoïde en dépit de l'apparence factice qu'elle adopte tout d'abord, qui voit le moyen d'accéder aux plus hautes charges de cet univers en accomplissant de la sorte une prophétie qui, à terme, pourrait bien se retourner contre lui. C'est un texte étrange, oui, notamment quand on ne sait jamais tout à fait ce qu'il faut y prendre au sérieux. Ce retournement ironique sur la monstruosité est intéressant, qui incite en même temps l'auteur à dépeindre les interactions entre le poète et ses hôtes sur un mode savoureux. Ce jusqu'à l'érotisme, bien avant Les Amants étrangers de Philippe Joseph Farmer ou encore L'étrangère de Garner Dozois. Une réussite en ce qui me concerne. Le démon de la fleur également est une réussite, mais dans un genre bien différent. Cette légende antique aux accents dunsaniens est en même temps un récit d'horreur sur un mode global inattendu, l'humanité y étant asservie par des plantes qui lui sont bien supérieures, avec à leur tête une fleur unique en son genre et d'une puissance proprement divine. L'imaginaire végétal sensible dans le dédale de Maldweb ou dans Les Femmes Fleurs est ainsi transmuté en quelque chose de radicalement autre qui peut à terme relever de la terreur pure. La nouvelle est en même temps très déprimante. C'est qu'il ne s'agit pas tant d'une variation végétale sur la guerre des mondes, il y en a un certain nombre, plutôt d'une fable désabusée sur l'impossibilité absolue de changer la donne. Un texte dès lors à la fois baroque, terrifiant et glaçant, j'ai beaucoup aimé. De ces 5 autres mondes, c'est la planète défunte qui m'a le moins parlé. D'une certaine manière, cette nouvelle ressemble à première vue au monstre de la prophétie, avec cet astronome antiquaire en lieu de poète, qui est amené, en rêvant cette fois, à se rendre sur une planète très lointaine et très étrange, mais où certaines choses persistent, dont la romance, en fait au cœur de l'intrigue, entre le terrien fait poète Antarion et la belle Taméra. Comme de juste ceci ne plaît pas au roi Aspa, etc. Le contexte est décrit avec un luxe de détails baroques typique de l'auteur, et la romance n'exclut pas loin de là des dimensions plus sombres en arrière-plan, dont une conviction de décadence qui devient subitement très concrète, très matérielle. Mais cela n'a pas suffi à emporter mon adhésion. Ce texte n'est pas mauvais, mais m'a paru un peu médiocre. Peut-être parce que je n'ai pas su ou pu en apprécier le style généralement loué. Globalement, la traduction d'Alex Nikolavitch ne me paraît pas exempte de tout reproche d'ailleurs, même si certainement pas au point du rejet. Suivent 4 poèmes en prose, un registre que Clark Ashton Smith a beaucoup pratiqué et qui lui a valu une certaine réputation. Joyeuse bonne idée, ces 4 textes sont présentés en version bilingue. Je ne me sens pas vraiment de rentrer dans les détails, je n'ai au fond pas grand-chose à en dire, ne sachant pas très bien ce que j'en pense. Je relève simplement, comme mentionné plus haut, que la frontière entre le poème en prose et la nouvelle me paraît parfois ambiguë. J'ai vraiment le sentiment que Les Abominations de Yondo pourraient être considérées comme un poème en prose, là où, de manière particulièrement marquée, Sadastor a une certaine dimension narrative qui pourrait assez légitimement en faire une nouvelle. Bah, ça n'est sans doute pas très important. Et au-delà, je n'ai donc pas grand-chose à en dire. À l'évidence, ces 4 brefs textes se montrent particulièrement léchés, plus baroques encore que d'usage, et c'est donc peu dire. Oui, je me rends compte combien j'ai sans cesse employé ce qualificatif dans cette chronique.
C'est au point, à vrai dire, où l'overdose me paraît commencer à menacer. Le lexique précieux renvoie souvent à l'imaginaire végétal dont ce recueil tout particulièrement a maintes fois témoigné, mais cela va au-delà. Mais dans ces poèmes en prose, c'est bien leur dimension profondément décadente qui me paraît la plus intéressante, ce qui n'a rien de bien surprenant chez l'auteur de Zotique, entre autres. Il se sent chez lui au milieu des démons et des lamis, on ne lui en voudra pas. Ce troisième volume bonus se montre en définitive plus qu'honorable face à ses grands frères, consacrés aux univers les plus développés par Clark Ashton Smith. Et il n'est pas dépourvu d'une certaine cohérence finalement, une cohérence qui transcende le niveau un peu prosaïque des cycles identifiés en tant que tels. Et on y compte des nouvelles tout à fait recommandables. La meilleure à mon sens c'est probablement Les Caveaux de Yovambis, mais le Dédale de Maldweb, Une nuit en Malnéant et Le démon de la fleur valent amplement le détour, et probablement aussi Les Abominations de Yondo ou Le monstre de la prophétie sur un mode peut-être davantage mineur. Un bon livre donc, et une bonne conclusion à une très belle édition que j'attendais de longue date. Voilà un financement participatif auquel je suis vraiment très heureux d'avoir pris part. Depuis le temps que je voulais lire Clark Ashton Smith, il le méritait bien, assurément.